tous dans ce nouveau cours que nous abordons. Un cours inclus dans le module de sémiologie de l'appareil digestif, vu en troisième année médecine. Alors avant de commencer, on aimerait définir une hémorragie digestive. Qu'est-ce que c'est qu'une hémorragie? Alors une hémorragie digestive est une urgence voire médico-chirurgicale. Si l'hémorragie est abondante, elle peut mettre en jeu rapidement le pronostic vital, c'est-à-dire que le pronostic vital peut être engagé si l'hémorragie est abondante, et cela en raison de la quantité de sang perdu et qui peut basculer vers une hypovolémie, voire une anoxie, une hypoxie des tissus périphériques, etc. Alors elle se définit par le rejet par la bouche ou par l'anus, c'est-à-dire que nous allons avoir deux voies de sortie du sang qui sont soit la bouche, soit l'anus, de sang provenant d'un point quelconque du tube digestif. Alors on va avoir trois types d'hémorragie qui sont les hématémèses, les mélénas et les rectorragies. Les hémorragies digestives hautes, c'est-à-dire gastro-duodénales, qui vont principalement se manifester par des hématémèses, secondairement par des mélénas, sont les causes les plus fréquentes. Alors, généralement, en pratique, vous allez beaucoup vous confronter à des hémorragies digestives dites hautes. Pourquoi on a l'hémorragie? Alors l'hémorragie, elle fait suite à une effraction vasculaire. Une effraction vasculaire. Vasculaire, c'est-à-dire soit elle va être artérielle, soit elle va être veineuse. Plus rarement, un saignement en nappe de la muqueuse gastrique. Genre un saignement en nappe, c'est comme si ça pleurait. Le sang. La gastrite hémorragique. Bon, là on va voir on va voir ces étiologies plus en détail plus tard. Là je vous fais juste un petit schéma général. Les circonstances de découverte. Comment on découvre qu'on a une hémorragie digestive? Alors, il existe deux modes de révélation. Soit l'hémorragie, elle est extériorisée. Et dans ce cas, c'est facile. On a un saignement par la bouche ou on a un saignement par l'anus. On dit qu'on a une hémorragie digestive. C'est une hémorragie qui est dite extériorisée. Sinon, il y a ce qu'on appelle le saignement occulte ou l'hémorragie non extériorisée qu'on va voir plus tard. Alors, une hémorragie extériorisée, comme je vous ai expliqué, qu'elle soit haute de type hématémèse, c'est-à-dire par la bouche, ou basse de type méléna ou rectorragie, elle est objectivée soit par le patient s'il est conscient, soit par son entourage, soit par le médecin. Directement ou suite à la mise en place d'une sonde nasogastrique ou d'un toucher rectal. Par exemple, on peut ne pas avoir de rectorragie et quand on met le doigt lubrifié au cours du toucher rectal, le gant il est teinté de sang. On dit qu'il y a une hémorragie basse. Sinon, on met la sonde nasogastrique par exemple et on découvre qu'il y a du sang. Alors que normalement il n'y a pas de sang, il n'y a que le chyme gastrique, que le contenu gastrique. Bref, à chaque fois que vous trouvez du sang, vous dites que c'est une hémorragie extériorisée. Alors, l'hématémèse, c'est un rejet du sang par la bouche. Le méléna, c'est l'émission par l'anus de sang digéré, ça va être
un sang qui est plutôt sombre par rapport aux hématémèses. C'est des selles qui vont être noirâtres, engoudrant et nauséabondes. Ou nous avons notamment les rectorragies. Les rectorragies, c'est un sang qui est rouge extériorisé par voie basse. Ça, c'est l'hémorragie extériorisée. Là, je vous ai dit qu'il y a un autre type d'hémorragie digestive. C'est l'hémorragie non extériorisée, le saignement occulte. Un saignement occulte, il va se manifester par 2 tableaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on ne découvre pas directement qu'il y a un saignement ou qu'il y a une hémorragie. Non, ça va se manifester par 2 autres tableaux qui sont soit le tableau d'anémie aiguë, soit le tableau d'anémie chronique. C'est-à-dire l'hémorragie non extériorisée, on la suspecte ou on la découvre devant une anémie. Alors, le tableau d'anémie aiguë, lorsque l'hémorragie elle est abondante, elle est non extériorisée, c'est-à-dire, par exemple, vous avez une rupture d'anévrisme, par exemple, vous avez un grand saignement dans l'appareil digestif. Par exemple, vous avez la création d'un 3e secteur de sang. C'est un grand saignement qui va diminuer le volume de sang circulant dans l'appareil circulatoire. Logiquement, on va tomber dans l'anémie immédiate, avec un état de choc hypovolémique, bien sûr, parce que tant qu'il y a hémorragie, il y a perte de sang. Hypotension artérielle, pourquoi? L'hypovolémie, c'est la diminution du volume sanguin circulant, diminution du volume sanguin circulant, diminution de la pression dans le système vasculaire, c'est l'hypotension. Avec un pincement de la différentielle, c'est-à-dire la pression artérielle systolique se rapproche de la diastolique, une tachycardie, parce que le cœur, il va essayer de compenser l'hypovolémie, il va essayer d'éjecter le sang il va essayer de compenser la baisse du volume circulatoire pour assurer un débit sanguin adéquat aux organes nobles, mais notamment aux autres tissus et organes. Froideur des extrémités parce que c'est l'hypoxie, c'est le sang qui n'arrive pas aux extrémités. On va faire une redistribution sanguine, c'est-à-dire que le sang va aller moins vers les tissus périphériques et plus vers les organes nobles. Comme nous avons une hypovolémie, le corps il va favoriser les organes vitaux. Alors, froideur des extrémités, une dyspnée, des sueurs, des marbrures, etc. Tout ça, c'est le tableau d'une hypovolémie, une anémie aiguë qui doit vous orienter vers une hémorragie non extériorisée. Sinon, le tableau d'une anémie chronique. Le tableau d'une anémie chronique aussi, il peut vous orienter vers une hémorragie non extériorisée. Une anémie chronique, c'est une anémie carentielle fériprive. Quand est-ce qu'on la trouve? Quand les hémorragies sont de faible abondance, continues, mais non extériorisées, comme dans la première fois. Sauf que dans ce cas, c'est des hémorragies de faible abondance. Une anémie aiguë, c'est une hémorragie de forte abondance. On va avoir une asthénie, une pâleur cutanéo-muqueuse, une dyspnée, des vertiges, des palpitations, tous les signes de l'anémie.
D'accord. Là, je vous ai expliqué l'hémorragie non extériorisée, le saignement occulte, que vous allez le découvrir devant le tableau d'une anémie qui est soit aiguë, soit chronique. Revenons à l'essentiel de notre cours, qui est l'anémie extériorisée. L'anémie extériorisée. Alors, c'est quoi l'anémie extériorisée? Je vous ai dit, elle peut se manifester par des hématémèses, des mélénas ou des rectorragies. C'est quoi les hématémèses? C'est le rejet par la bouche. Retenez bien, hématémèse, c'est la bouche. Lors d'un effort de vomissement, c'est-à-dire qu'elle ne va pas arriver spontanément. L'hématémèse, elle ne vient pas spontanément, elle vient dans un effort de vomissement. Rejet de sang rouge, non spumeux ou noirâtre. C'est un sang rouge. C'est un sang neuf, mêlé ou non à des débris alimentaires provenant de l'étage sus-mésocolique. Ça veut dire quoi sus-mésocolique? Ça veut dire en amont de l'angle de Treitz. L'angle de Treitz, on le trouve vers la fin du duodénum, c'est-à-dire en amont de l'angle de Treitz. Ça va comprendre l'œsophage, le gastre et le duodénum. Voilà, c'est ça l'hématémèse. Elle provient de l'étage sus-mésocolique. C'est un sang qui est rouge, non spumeux ou noirâtre. Il va survenir dans un effort de vomissement et on éjecte par la bouche. Attention, une hématémèse, elle peut s'accompagner de méléna, parfois 24 jusqu'à 48 heures après arrêt des hématémèses. Les hématémèses s'arrêtent. Après 24 heures ou 48 heures, le patient peut reporter des mélénas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang des hématémèses est évacué par voie basse, c'est-à-dire qu'il a descendu tout l'appareil digestif pour être extériorisé dans les selles. Exceptionnellement, une rectorragie accompagne une hématémèse lorsqu'elle est très abondante. C'est-à-dire qu'il y a un saignement du haut appareil digestif en amont de l'angle de Treitz et du bas appareil digestif. Mais c'est exceptionnel. Les mélénas, c'est quoi les mélénas? Les mélénas, c'est l'émission par l'anus, c'est-à-dire en bas, de sang digéré sous forme de sel noirâtre, goudronneuse, nauséabonde, due à des lésions digestives sus- ou sous-mésocoliques, c'est-à-dire soit dans l'étage sus-mésocolique, soit notamment dans l'étage sous-mésocolique. On peut avoir des mélénas. En fonction de l'abondance du saignement, on distingue des mélénas de grande, de moyenne ou de petite abondance. D'accord? C'est des selles. Les mélénas, c'est des selles. Comme vous pouvez le voir dans cette photo, regardez. Voilà, ça c'est la cuvette. Vous allez voir des selles qui sont noirâtres, goudronneuses, ça va ressembler à du goudron. Elles sont nauséabondes, d'accord? Voilà, c'est ça les mélénas. On passe aux rectorragies maintenant. Les rectorragies, c'est l'émission par l'anus, toujours l'anus, comme les mélénas. Mais ici, le sang, il est rouge vif. Il est non digéré. D'accord? Les mélénas, c'était un sang, c'était des selles noirâtres, goudronneuses, nauséabondes. Mais là, pour les rectorragies, excusez-moi, là, pour les rectorragies, vous allez voir que c'est un sang neuf, non digéré, il est rouge vif. D'accord? Il peut précéder, accompagner ou succéder la selle. C'est-à-dire, on peut saigner avant la descendue des selles. Ça peut accompagner les selles, c'est-à-dire le patient, il rapporte un saignement qui accompagne la selle ou succéder la selle, c'est-à-dire après la selle, par exemple, des rectorragies d'essuyage. Quand le patient il essuie, il trouve du sang. Ce saignement,
oriente vers une pathologie de l'anus, du rectum, du côlon gauche ou de la partie gauche du transverse. Alors, retenez dans votre tête que les rectorragies, vous allez aller comme ça, transversalement. Après, vous allez descendre avec le côlon gauche. Après, vous allez aller vers le rectum et enfin l'anus. Le côlon transverse, le côlon gauche, le rectum et l'anus. Une origine sus-mésocolique est possible, surtout si le saignement est de grande abondance, mais cela est exceptionnel. Comme je vous ai dit ici, exceptionnellement, une rectorragie accompagne une hématémèse lorsqu'elle est très abondante. Là, c'est la même chose. Plusieurs présentations cliniques peuvent se rencontrer. Des hémorragies de sang rouge pur, c'est-à-dire, le patient rapporte avoir saigné de l'anus un sang qui est rouge et qui est vif. Des rectorragies terminales, comme on a dit en haut, des rectorragies terminales en fin de selle, c'est-à-dire après avoir vidé son côlon, ou d'essuyage, quand on essuie. Elles sont évocatrices d'une pathologie anale. Attention, quand on termine la selle et qu'on rapporte des rectorragies terminales, ça évoque une pathologie anale, notamment les diarrhées sanglantes ou sanglantes. D'accord? Je répète, les présentations cliniques des rectorragies, vous avez 3 présentations cliniques des rectorragies. Des hémorragies de sang rouge pur, des rectorragies terminales d'essuyage ou d'essuyage, et des diarrhées sanglantes ou glérosanglantes. Si je vous dis une diarrhée sanglante ou glérosanglante, attention, est-ce qu'elle est classée parmi les mélénas ou les rectorragies? Vous allez me dire qu'elle est placée parmi les rectorragies. Mais si je vous rapporte des selles, pas une diarrhée, des selles noirâtres, goudronneuses, nauséabondes, vous allez me dire que ce sont des mélénas. Alors, avant de poser le diagnostic de certitude d'une hématémèse, des mélénas ou de rectorragie, vous allez d'abord être sûr de différencier avec le diagnostic différentiel. Alors, plusieurs diagnostics peuvent être trompeurs. Dans le cas d'une hématémèse, on peut confondre hématémèse et hémoptysie. C'est quoi l'hémoptysie? C'est le rejet de sang rouge, vif, spumeux, aéré, lors de quintes de toux. Ça veut venir des poumons. Alors attention, il faut savoir faire la différence entre des hématémèses et des hémoptysies. Et là, quelle est la différence? L'hémoptysie surviennent lors de quintes de toux. D'accord? Hémoptysie, lors de quintes de toux. Alors nous, on a dit les hématémèses, c'est lors d'un effort de vomissement. Ce n'est pas lors de quintes de toux. Épitaxis. Épitaxis, c'est une hémorragie qui est postérieure, déglutie ultérieurement rejetée. C'est-à-dire que c'est un saignement qui est d'origine nasale, qu'on a avalé et qu'on va rejeter. L'hémocyalémèse. C'est quoi l'hémocyalémèse? C'est un sang mêlé à la salive qui va provenir des gencives dans le cas d'une gingivorragie. Une hémorragie gingivale, c'est un sang mêlé à la salive qui va provenir des gencives ou notamment du pharynx. Hémocyalémèse. Des vomissements teintés par des médicaments, par exemple la rifampicine, qui est un antibiotique qu'on prescrit pour les tuberculeux, ou par des aliments ou des poissons, par exemple la betterave, qui est très connue chez nous, ou le vin. Le vin rouge, par exemple, il peut teinter les vomissements. Attention, une sonde nasogastrique
peut permettre de confirmer la présence de sang dans l'estomac et d'en apprécier la couleur. Si c'est un sang qui est rouge vif, c'est que le saignement il est actif. Si vous voulez, par exemple, si vous ne savez pas faire la différence, par exemple, entre des vomissements, non, entre une hémocalémèse, un épitaxis ou des hématémèses, vous faites une sonde nasogastrique. Si il y a présence de sang, c'est confirmé. Par contre, attention, l'absence de sang dans la sonde gastrique n'élimine pas formellement une hémorragie digestive haute post-bulbaire. D'accord? Il peut y avoir une hémorragie et quand on met la sonde, on n'a pas de sang. Il faut quand même savoir identifier tous ces diagnostics différentiels. Ça, c'est pour les hématémèses. On passe vers les mélénas. Alors les mélénas, on a dit les mélénas, ce sont des selles noirâtres, nauséabondes, goudronneuses. Le diagnostic différentiel qu'il faut avoir en tête, ce sont les aliments, les épinards, la betterave et les réglisses. Les médicaments à base de fer, de charbon, et c'est très fréquent, ça donne des selles noirâtres. Un patient par exemple qui traite une anémie ferriprive par la prise de fer médicamenteux, le fer, il va teinter les selles. On va avoir des selles noirâtres. Ça ne doit pas fausser le diagnostic, attention. Notamment le charbon. Les gens qui prennent du charbon actif, par exemple, qui est bon pour l'appareil digestif, ça peut mener vers un faux diagnostic de méléna. Dans ces deux cas, il y a une différence. L'odeur des selles, elle n'est pas fétide. Elle n'est pas nauséabonde. Et si l'on délaye la selle dans de l'eau, cette dernière ne devient pas rouge, comme au cours du méléna. Méléna, quand la selle elle tombe dans l'eau, l'eau elle est rouge. Elle est rouge l'eau, parce que c'est du sang. Par contre, quand ce sont des selles teintées par des aliments ou des médicaments, l'eau elle ne devient pas rouge comme dans ce cas. Pour les rectorragies, des aliments qui peuvent teinter notamment les selles en rouge, comme dans les deux premiers cas, la betterave. Sinon, il y a la notion d'une origine extra-digestive du saignement, surtout chez les patients alités ou ayant un terrain psychiatrique. Par exemple, des métrorragies chez les femmes ou une hématurie. Il faut savoir faire la différence. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe vers la démarche étiologique que le médecin doit prendre devant chacun de ces cas, devant chacune de ces hémorragies. Alors, les hématémèses. On commence par l'interrogatoire. Je demande les antécédents de maladies ulcéreuses, gastro-duodénales ou d'épigastralgie. Pourquoi? Parce que je peux avoir par exemple un ulcère perforé, un ulcère saignant. Je demande les antécédents. La notion de prise de médicaments gastrotoxiques, les INS et l'aspirine qui peuvent causer un ulcère ou perforer un ulcère, irriter la muqueuse notamment. La notion de prise d'anticoagulants ou d'anomalies de coagulation, attention, si un patient est sous anticoagulant, s'il y a par exemple une simple brèche, une effraction quelconque, l'hémorragie elle ne va pas s'arrêter comme dans le cas normal. Alors il faut demander au patient. La notion d'éthylisme ou de tabagisme, ça peut m'orienter vraiment vers plusieurs diagnostics, vers un KC, vers un ulcère, dans le cas d'un éthylisme, etc. Ça c'est pour l'interrogatoire. L'examen physique doit être méthodique et complet en insistant sur l'appareil digestif. Je recherche des signes d'hépatopathie chronique, un syndrome d'hypertension portale. Pourquoi? Une hépatomégalie, un ictère ou des signes d'insuffisance hépatocellulaire, parce qu'une circulation collatérale qui est empruntée au cours
du syndrome d'une hypertension portale, ça mène vers des varices œsophagiennes. Les varices œsophagiennes, elles peuvent se rompre et ça va me donner des hématémèses. Alors je cherche des signes d'hépatopathie chronique, d'accord? Vous faites l'examen hépatique, vous faites l'examen de turgescence jugulaire, vous faites tout, d'accord? Vous faites l'examen hépatique, il est très important. L'examen cutanéo-muqueux à la recherche d'un syndrome hémorragique diffus. Par exemple, dans le cas de troubles de coagulation ou de toute autre pathologie hématologique. Vous faites l'examen cutanéo-muqueux. On recherche des purpura, des pétichies, des gingivorragies, un épistaxis, etc. Et l'examen des aires ganglionnaires, les ganglions de Troisier, on a dit qu'un ganglion de Troisier, une adénopathie dans l'espace ganglionnaire claviculaire externe, ça peut orienter directement vers un cancer digestif. Alors il faut être très minutieux dans l'examen physique. En fonction de l'abondance, on va distinguer des hématémèses de faible abondance, quelques stries de sang sans retentissement sur l'état général du patient, des hématémèses de moyenne abondance entre 300 et 400 ml mais inférieures à 1 litre, et les hémorragies de grande abondance supérieures à 1 litre. En pratique, l'abondance, elle est difficile à apprécier. D'accord? Comment on apprécie l'abondance de cette hématémèse, de cette hémorragie? L'appréciation objective de la quantité de sang perdu, la quantité extériorisée n'est pas un bon critère. Comme je vous ai dit, elle est sujette à la subjectivité du patient. D'accord? Le retentissement clinique, par contre, c'est un très bon critère. L'hypovolémie, l'anémie, l'hypoxie, tous les, tous les conséquences qu'on a vues tout à l'heure. C'est un bon critère d'appréciation de la quantité de sang perdu. Voilà. Quand vous faites la biologie, vous allez voir que le taux de l'hémoglobine ou l'hématocrite, c'est un critère objectif qui peut être normal au cours des premières heures, mais ils doivent être réévalués. Par exemple, quand l'hémorragie elle est débutante, je peux faire le taux de l'HB ou l'hématocrite et je trouve que c'est dans des valeurs normales. Et on doit réévaluer ça. D'accord, maintenant on passe vers la démarche étiologique devant des mélénas. On fait l'interrogatoire, on recherchera en plus des éléments suscités, c'est-à-dire vous allez refaire tout ça. Ce que vous avez demandé au cours des hématémèses, vous allez le demander plutôt si vous avez des mélénas. Vous ajoutez des antécédents personnels ou familiaux d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, les MICI. Des antécédents de diarrhée chronique ou de troubles du transit. Des antécédents récents de pathologies vasculaires pouvant expliquer une colite ischémique. Je répète, vous cherchez les antécédents d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des antécédents de diarrhée chronique ou de troubles du transit et des antécédents récents de pathologies vasculaires pouvant expliquer une colite ischémique. Une colite ischémique doit être suspectée devant des mélénas et la notion de syndrome rectal. Vous cherchez tout ça. À l'examen clinique physique, voilà, il doit être complet en insistant sur l'appareil digestif, rechercher des signes orientant vers une MICI ou une hépatopathie. Les rectorragies. Les rectorragies à l'interrogatoire, on va rechercher une modification récente du transit ou la notion d'un traumatisme anorectal. L'examen protocologique, temps primordial de l'examen, après en avoir expliqué l'intérêt du patient au patient, on va faire l'examen de la marge anale et on va faire le toucher rectal. On va rechercher une fissure, fistule, hémorroïde, masse rectale, etc. L'examen de la marge anale et le toucher rectal sont indispensables devant des rectorragies. D'accord? Très bien. On arrive à la dernière partie du cours, les étiologies. Pourquoi? Pourquoi le patient, quand le patient vient chez vous, vous allez vous demander, ok, vous avez mis le diagnostic d'une hématémèse, d'une méléna ou d'une rectorragie, vous allez vous demander, ok, mais quelle est la cause?
Le diagnostic, il est là. Mais quelle est la cause? Alors, les étiologies des hématémèses, vous avez les maladies ulcéreuses gastro-duodénales. La rupture de varices œsophagiennes au cours d'un syndrome d'hypertension portale, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Les ulcérations aiguës post-médicamenteuses ou post-stress. Attention, un stress intense, il peut retentir sur l'estomac ou sur le duodénum et ça peut me causer des ulcérations qui vont saigner. Le syndrome de Mallory-Weiss, déchirure de la muqueuse à la jonction œsogastrique suite à des efforts de vomissement répétés. Œsophagite et ulcère de l'œsophage d'étiologies diverses, surtout à la suite d'un reflux gastro-œsophagien. Les tumeurs œsogastro-duodénales, qu'elles soient bénignes ou malignes, ça peut être des tumeurs saignantes. Des causes rares, l'ulcère simplex de Dieulafoy, perte de substance muqueuse érodant d'une artériole de la sous-muqueuse, les angiodysplasies, hémobilie, rhizingoragie. Bref, ça c'était les étiologies des hématémèses. On passe vers les mélénas. Pourquoi? On peut avoir des mélénas. Alors, les mélénas, tout d'abord, on peut avoir des causes sus-mésocoliques et des causes sous-mésocoliques, des causes coliques et des causes gréliques. Les causes sus-mésocoliques, ce sont les mêmes que les hématémèses. Vous voyez toutes ces étiologies des hématémèses, vous allez les prendre, vous allez les recoller dans la case des mélénas. Sinon, des causes sous-mésocoliques concernant le jéjunum, l'iléon, le côlon droit et la partie droite du côlon transverse. Vous prenez le jéjunum, après l'iléon, le côlon droit, la partie droite du côlon transverse. Les causes coliques, une diverticulose colique, les angiodysplasies, le cassé du côlon, les colites inflammatoires, RCH, maladie de Crohn, etc. Les colites ischémiques, les colites iatrogènes, radiques, c'est-à-dire post-radiothérapie, médicamenteuses suite à la prise d'INS, et les colites infectieuses, par exemple, dans le cas d'une tuberculose. Les causes gréliques de méléna, ce sont des causes qui sont rares, mais vous pouvez vous retrouver devant un diverticule de Meckel, des tumeurs, des lymphomes, des adénocarcinomes, des léomyosarcomes ou la maladie de Rendu-Osler. Ça, c'est pour les mélénas. Les rectoragies principalement les causes anorectales et les causes coliques. Les causes anorectales, c'est-à-dire le rectum et l'anus, les hémorroïdes, les fissures anales, les causes tumorales avec un cancer du rectum, un carcinome de l'anus. Les ulcérations thermométriques sont devenues plus rares. Les causes coliques, des rectites inflammatoires, MICI ou infectieuses, par exemple l'amibiase. L'amibiase colique, elle peut vous donner des rectoragies. Et voilà pour ce cours. En général, vous avez tout eu dans cette vidéo, même pour un cours de physiopathologie. Cette explication a été complète. Après, vous allez explorer, bien sûr, vous allez faire une endoscopie digestive qui est un examen essentiel qui va permettre d'établir un diagnostic lésionnel. On peut même pratiquer un prélèvement par endoscopie, c'est-à-dire une biopsie, et on peut évaluer le risque de récidive de l'hémorragie. Bon, pour l'endoscopie, ça va être soit une fibroscopie œsogastro-duodénale, qui est l'examen clé devant l'hématémèse ou le méléna, dès que l'état hémodynamique du patient le permet. Déjà, pour faire l'endoscopie ou la fibroscopie, le patient doit être stabilisé sur le plan hémodynamique. Attention, un patient qui est en hypovolémie, on ne peut pas lui faire une endoscopie ou une fibroscopie. Bref, là je vous ai dit ici, devant les hématémèses, on a dit que la sonde nasogastrique peut permettre de confirmer la présence de sang dans l'estomac et d'en apprécier la couleur. On fait la fibroscopie œsogastro-duodénale. La colonoscopie pour le côlon, le cécum et l'iléon. Et les rectosigmoïdoscopies ou une anuscopie, notamment.
On peut notamment faire des artériographies devant les angiodysplasies qu'on a mentionnées dans les hématémèses et dans les mélénas. On peut faire un scanner abdominopelvien, un coloscanner, entéroscanner, entéro-IRM, une vidéocapsule pour l'exploration grélique, l'essentiel. Les examens sont vraiment nombreux, ils permettent de bien explorer ces hémorragies. Devant une hémorragie digestive, qu'allez-vous faire comme médecin, comme futur médecin? Vous êtes devant un patient qui vomit du sang ou qui a du sang euh, quand il va à la selle, il saigne en bas. Qu'allez-vous faire? Une hospitalisation systématique pour surveiller, pour la surveillance en milieu hospitalier spécialisé, car le risque de récidive hémorragique est imprévisible. Même pour une hémorragie initialement de faible abondance, on ne peut pas savoir quand est-ce que ça va reprendre. Et quand ça va reprendre, ça peut engager le pronostic vital parce que ça peut mener vers une hypovolémie. Alors il faut hospitaliser le patient pour le suivre. Les rectorragies minimes, sans retentissement hémodynamique d'origine protocologique, seront traitées en ambulatoire. Par exemple, si vous avez des hémorroïdes, si vous avez une fissure, on ne va pas hospitaliser un patient parce qu'il a des hémorroïdes quand même. D'accord, ils peuvent être traités en ambulatoire. L'examen du malade, là, c'est un temps qui est primordial. Il vient le patient, il saigne, n'importe quelle hémorragie, pas forcément une hémorragie d'origine digestive, vous devez évaluer l'état hémodynamique du patient devant une hémorragie, un sepsis, toute autre chose. La tension artérielle, les signes de choc. Quels sont les signes de choc? Vous pouvez vous retrouver devant une hypotension, une tachycardie, un pouls filant, des marbrures, une froideur des extrémités, une soif, une diminution de la diurèse, parce que le corps il va essayer de retenir l'eau. Déjà, il est en situation d'urgence, il est en hypovolémie, il ne va pas perdre son eau dans la diurèse. Agitation, voire confusion, ça c'est le retentissement sur le système nerveux, retentissement de l'hypovolémie sur le système nerveux. Voilà. Vous vous retrouvez devant un choc hypovolémique. Le patient, il est en hypovolémie. Vous devez agir vite parce que le pronostic vital, il est engagé. Vous faites quoi? La position allongée, la tête basse. Vous mettez de l'oxygène, 3 à 6 litres par minute, avec surveillance de la saturation. Mise en place de deux cathéters veineux à fort calibre. Passage de substitut du plasma en début, plasmagel, puis une transfusion sanguine. Si choc ou tachycardie, vous trouvez que c'est un choc hypovolémique, la tachycardie elle est supérieure à 100 battements par minute, vous remplissez transfusion sanguine, ou si le taux d'hémoglobine il est inférieur à 70 grammes par litre, ou à 100 grammes par litre. Si notamment il y a des maladies graves associées, le patient il est cardiopathique, si c'est une cardiopathie ischémique, il va pas tolérer l'hypovolémie, même pas longtemps, il va pas la tolérer. Je fais la transfusion sanguine par les deux voies veineuses principales. Je mets le cathé, là je vous ai dit, hein, vous faites directement. C'est comme la prise en charge d'un état de sepsis. Le patient il est allongé, vous mettez l'oxygène et vous débutez le remplissage. Si l'hémorragie elle est d'origine haute, c'est-à-dire hématémèse ou méléna, mise en place d'une sonde gastrique pour faire un lavage gastrique. Je fais le bilan, bien sûr, je lance le bilan avant de faire le remplissage, avant de faire la transfusion sanguine, pour voir le groupage Rhésus. Je fais l'FNS, le bilan rénal pour voir le retentissement sur le rein. Je peux tomber dans un patient en insuffisant rénal, hein. Dans un état d'hypovolémie, c'est grave, c'est potentiellement grave. Je fais le taux de prothrombine pour voir s'il a des anomalies de coagulation et le bilan hépatique. La surveillance clinique à la phase initiale de l'hémorragie, on a dit quelque chose ici qui est très important, que le retentissement clinique est un bon critère d'appréciation de la quantité de sang perdu. Comment j'apprécie Comment? C'est-à-dire le retentissement clinique, comment je peux l'identifier?
la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la pâleur, la chaleur des téguments, l'état de conscience, la diurèse, la biologie. Pour la biologie, on voit le taux d'hématocrite, l'hémoglobine sanguine, le bilan rénal et on doit réévaluer ces paramètres à intervalles réguliers. D'accord, le patient il est hospitalisé, on le surveille, on prend les constantes et on fait les examens biologiques à intervalles réguliers jusqu'à stabilisation de l'état du patient. L'endoscopie, on a dit on l'a fait quand l'état hémodynamique du patient le permet, quand il est stabilisé. Voilà. Un geste hémostatique pourra être effectué en endoscopie, par exemple sclérose du saignement, injection d'adrénaline, ligature des varices œsophagiennes, impose de Klebs, coagulation du plasma argan. Quand je fais l'endoscopie et que je peux intervenir, j'interviens. Si échec du traitement endoscopique, par exemple j'ai intervenu euh, au cours de l'endoscopie mais que ça a échoué, ça n'a abouti ou rien, ou que l'état du patient s'est redétériorisé, je passe vers la chirurgie. On a dit au début du cours que les hémorragies digestives peuvent être des urgences médico-chirurgicales. Je passe vers le traitement chirurgical. Mais les indications chirurgicales, ça reste assez rare, hein. Par exemple, des hémorragies cataclysmiques, avec un état hémodynamique qui est non contrôlé malgré les transfusions sanguines sous pression, et récidive ou persistance de l'hémorragie, malgré le traitement précédent avec nécessité de transfusions multiples, là j'interviens, je fais une chirurgie pour intervenir. Pour toutes ces étiologies, hein. Pour toutes ces étiologies, toute étiologie qui va demander une intervention chirurgicale aura une intervention chirurgicale. Voilà. En fin de vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur cette urgence qu'il ne faut surtout pas négliger en pratique en milieu hospitalier, qui est un symptôme alarmant. Ça va être bien sûr un symptôme alarmant pour le patient, pour son entourage et pour le médecin. Et on doit prendre le patient en charge d'une façon rapide, rigoureuse, car comme on a vu, le pronostic vital il peut être très simplement engagé, hein. Voilà, et après cette prise en charge, on doit traiter l'étiologie et éviter les récidives. Merci pour votre attention. À bientôt.